va poursuivre ces assises du muscle avec une nouvelle table ronde qui est la troisième table ronde et qui s'appelle le muscle entraîné et en conditions extrêmes. Pour le propos introductif de cette table ronde numéro 3, j'appelle à me rejoindre le professeur Xavier Bigard, qui est médecin du sport et physiologiste et qui est directeur médical de l'Union cycliste internationale et puis membre de l'Académie nationale de médecine. Bonjour, bienvenue. Mesdames, Messieurs, j'ai donc pour mission d'introduire cette troisième table ronde centrée sur le muscle entraîné en conditions extrêmes. Mais je ne commencerai pas cette introduction sans remercier très sincèrement la FM Téléthon et l'Institut de myologie pour avoir pensé, intégré ces aspects du muscle entraîné, et en particulier en conditions extrêmes, dans ces assises, car l'objectif de cette table ronde, et en particulier de mon propos, c'est de vous démontrer combien ces recherches et l'enseignement sur le muscle sain, et en particulier entraîné, sont importantes pour comprendre un certain nombre de mécanismes qui vont être utiles pour la population générale et pour les patients en particulier qu'on remet à l'exercice. On va donc parler d'athlètes de haut niveau et d'athlètes en situation de handicap. Donc ça, c'est un prérequis. On va aussi parler de professionnels qui réalisent des tâches extrêmement dures au plan physique, requérantes, dans des conditions qu'on appelle extrêmes. Ça peut être ces professionnels qui sont donc illustrés sur cette diapositive, et ce peut être aussi d'autres sportifs qui sont placés dans des conditions extrêmes de l'environnement, comme l'environnement hypoxique. L'intérêt de ces recherches et l'intérêt qu'il y a à s'intéresser à ces personnes-là, ces sportifs, ces professionnels, c'est bien sûr un intérêt au profit de la population générale, au profit de la population générale avançant en âge et de patients, notamment présentant des pathologies chroniques, chez qui, comme ça a été très largement démontré ce matin, ce le sera encore cet après-midi, l'activité physique est de la première importance au véritablement titre d'un traitement, d'une thérapeutique non médicamenteuse. Dans ces environnements extrêmes, on doit aussi y rattacher et y ajouter l'exposition à la microgravité, car même si cet environnement sans gravité ou en microgravité, donc très peu de gravité, n'intéresse qu'un nombre très restreint de personnes dans le monde, on a énormément appris sur les mécanismes biologiques du déconditionnement musculaire grâce à toutes les recherches qui ont été développées pour s'intéresser aux réponses maladaptatives de l'organisme dans cet environnement et des contre-mesures que l'on devait développer. Donc, toutes ces recherches nous apprennent énormément sur ce concept de plasticité musculaire. En effet, le muscle est un tissu qui est éminemment adaptable en fonction des charges de travail qui lui sont appliquées et en fonction de l'environnement dans lequel il est amené à se contracter et à travailler. Donc on a beaucoup appris dans le cadre des réponses à différentes formes d'entraînement, on a beaucoup appris sur l'adaptation du muscle à des hautes charges de travail, à des exercices spécifiques sur lesquels on va revenir, et donc à tous les mécanismes moléculaires systémiques qui sont à l'origine de l'installation d'un état d'entraînement. Mais on a aussi beaucoup appris sur l'inverse, c'est-à-dire notamment dans les situations de mise au repos ou d'arrêt pour des raisons médicales ou autres de programmes d'entraînement, comment le muscle se dédifférenciait et perdait ses qualités induites et générées par l'entraînement physique. On a aussi évidemment beaucoup appris, par voie de conséquence, sur le déconditionnement musculaire majeur tel qu'on le voit dans des pathologies chroniques, en particulier, comme l'illustre ce dessin, dans les cas de surpoids ou d'obésité. Mais, évidemment, on a aussi beaucoup appris de l'intérêt de l'activité physique et des mécanismes qui sous-tendent l'intérêt de cette activité physique pour corriger ces états de déconditionnement musculaire que l'on voit dans le cadre de ces pathologies chroniques.
Quand on parle d'exercice ou d'activité physique, on a évoqué un comportement, mais en fait, on n'a pas dit grand-chose. Car derrière cette notion d'exercice ou d'activité physique, il faut bien comprendre qu'il y a, et en particulier par des formes d'entraînement, des objectifs qui sont extrêmement différents selon que l'on veut améliorer les capacités aérobies de ce muscle, c'est-à-dire la capacité à maintenir un exercice physique le plus longtemps possible. C'est ce que l'on illustre sur cette diapositive. Donc, les réponses, excusez-moi, c'est l'inverse, je reprends. Donc, ma diapositive illustre les réponses à un entraînement en force-puissance, qui est donc l'un des objectifs d'entraînement physique et de programmes très spécifiques qui vont avoir pour objectif de développer la masse musculaire et surtout la capacité de développer de la force et de la puissance, avec des mécanismes biologiques qui ont été parfaitement bien identifiés. On n'a pas évidemment fait le tour de tous les mécanismes qui sous-tendent cette réponse adaptative du muscle, mais on a considérablement amélioré nos connaissances. Et de la même manière, donc, j'en reviens à ce que j'évoquais juste avant mon erreur, comment est-ce qu'on peut, par l'entraînement physique et certaines formes d'entraînement physique, améliorer la capacité de l'organisme à maintenir un exercice physique le plus longtemps possible, c'est-à-dire d'entraînement de type aérobie ou en endurance. Donc derrière cette notion d'exercice, on a bien différentes formes d'entraînement qui vont permettre de développer des qualités différentes du muscle. Et je dois souligner que l'ensemble des recherches qui ont été notamment développées, mises en œuvre dans les années 90-95, c'est à peu près le début vraiment de l'histoire, notamment aux États-Unis et dans le continent nord-américain, nous ont appris énormément sur ces mécanismes moléculaires. Et ce que l'on peut regretter, c'est que, hélas, en Europe et en particulier en France, on n'ait que très peu de recherches qui soient développées dans ce domaine, et c'est aussi l'un des objectifs de cette table ronde, de sensibiliser vraiment au développement de recherches dont l'objectif est de mieux comprendre, de mieux connaître les mécanismes d'adaptation du muscle. Lorsqu'on veut aller un petit peu plus loin, et dans un souci d'optimisation, on a aussi un certain nombre de recherches qui ont été développées et qui permettent donc d'optimiser, je réinsiste sur ce terme, les réponses à un entraînement physique. Donc en termes, que veut dire optimiser? Veut dire améliorer l'efficacité avec un gain de temps. Et donc le développement de certaines formes d'entraînement physique, comme ces formes d'exercice inclus dans des programmes de haute intensité et par intervalle, High Intensity Interval Training, permettent d'avoir des gains sur des cibles moléculaires, des cibles biologiques du muscle qui vont permettre d'améliorer l'endurance, donc d'avoir des gains plus importants avec un gain de temps. Et ceci a des conséquences évidemment chez les patients, puisqu'on est maintenant capable d'appliquer des programmes adaptés de ces formes d'exercice, HIIT, chez des patients afin d'améliorer leur récupération et, encore une fois, avec cet objectif de gain de temps. Il est donc absolument important pour nous de soutenir, ou tout au moins de sensibiliser les décideurs au soutien de programmes de recherche sur le muscle sain, afin de mieux comprendre l'étendue de sa plasticité, les mécanismes moléculaires de cette plasticité qu'il explique, qu'il la sous-tende, les fonctions du muscle entraîné, le rôle de ce muscle dans les grandes fonctions de l'organisme, son rôle endocrine, comme ça a été évoqué ce matin par Cédric Moreau en particulier, sur les fonctions cérébrales, et en particulier, je ne peux m'empêcher de réenfoncer le clou et de mettre en évidence le lien qui existe entre le muscle et le cerveau, et ça va être aussi évoqué lors de cette table ronde par François Genet, notamment dans l'activité physique de personnes en situation de handicap, et le tout, évidemment, avec cet objectif au profit des patients. Mais cette composante est absolument essentielle pour nous, de mieux comprendre le muscle sain, le muscle entraîné, au profit de patients. Je vous remercie pour votre attention et donc je crois qu'on peut ouvrir cette table ronde. Merci. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous et je vais maintenant appeler les autres experts donc, de cette table ronde muscles entraînés et en conditions extrêmes de venir me rejoindre sur l'estrade, de vous s'installer. Bien, merci et bienvenue. Je vais
prendre quelques minutes pour vous présenter, en commençant par vous, professeur Alexandra Malgoire. Vous êtes à l'Institut de recherche biomédicale des armées, où vous êtes chef du département environnement opérationnel. Alors, Stéphane Bermond, docteur Stéphane Bermond, c'est vous, Fédération internationale d'athlétisme à Monaco, et vous y êtes directeur du département santé et sciences. Fabien Canu, qui est au milieu, directeur général de l'INSEP, que tout le monde connaît ici, mais que je vais dire dans son intégralité, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Voilà, enfin avec nous, le professeur François Genet, donc professeur des universités et praticien hospitalier. Et vous êtes chef de service de médecine physique et de réadaptation, pôle parasport santé, au CHU Raymond Poincaré de Garches. Voilà. Et Xavier, je l'ai présenté tout à l'heure. Alors, j'ai une première question pour vous, monsieur Stéphane Bermond. Alors, on va parler entraînement en conditions extrêmes et entraînement tout court. Alors, pour la naïve que je suis, l'entraînement dans le cadre du sport, alors que ce soit un sport, je dirais, familier ou de haut niveau, qu'est-ce que ça recouvre comme notion? Bonjour, merci. Alors, d'abord, avant de répondre à cette question, on va faire un petit sondage rapide. Combien d'entre vous ici ont déjà été soumis à un programme d'entraînement physique digne de ce nom? Levez la main. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, ceux-là, vous savez déjà ce que je vais vous expliquer. Pour tous les autres, avant de vous le faire pour la vraie vie, on va essayer d'en voir les bases théoriques, en tout cas de les survoler très rapidement, parce qu'en fait, il faudrait un colloque de plusieurs semaines pour parler de ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le but de l'entraînement physique chez un sportif, et a fortiori chez un sportif de haut niveau, c'est l'amélioration de la performance. D'accord ? Ça relève d'un principe physiologique qui était cher à notre maître à tous, en tout cas les physiologistes Claude Bernard, qui est la rupture de l'homéostasie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un stimulus, qui est une séance d'entraînement physique, et on doit avoir une réponse. Le but, c'est qu'en faisant une séance d'entraînement physique, donc ça peut être une séance de musculation, un entraînement de course à pied, un match de tennis, peu importe, on va créer au niveau de l'organisme et du muscle en particulier, et pas que le muscle strié-squelettique, aussi le muscle cardiaque, un état de rupture de l'homéostasie, c'est-à-dire un état de rupture de l'équilibre naturel qui va faire que cet organe cible va induire une réaction d'adaptation, va récupérer de ce traumatisme entre guillemets qu'est la séance d'entraînement et en ressortir un petit peu amélioré. Et la répétition de ces séances d'entraînement fait qu'au fur et à mesure, les performances musculaires au sens large progressent. Alors une fois qu'on a dit ça et qu'on rentre dans le détail, c'est là où ça se complique parce que bien sûr, il y a plusieurs séances d'entraînement, plusieurs types de séances d'entraînement. Vous n'allez pas vous entraîner de la même manière selon que vous voulez être un nageur de haut niveau ou un joueur de tennis ou un haltérophile. Comme l'a dit Xavier, il y a différentes filières énergétiques, différents types de masses musculaires qui vont être mises en jeu et différents types de fibres musculaires. Pour autant, il y a quand même des règles générales qui s'appliquent, qui sont les principes généraux d'entraînement. Donc je ne vais pas vous les détailler. Ça a maintenant plus de 50 ans. Les Russes, avant de tomber dans le dopage, connaissaient ça très très bien. C'est même eux qui ont modélisé ça dans les années 50 et 60. Et ils ont fait un énorme travail là-dessus. Il y a des principes auxquels on ne peut pas trop déroger. Le premier, c'est de faire en sorte que le stimulus que vous donnez dans votre séance d'entraînement soit suffisamment important pour induire une réponse. Donc d'abord une perturbation et ensuite une réponse. Ensuite, il faut que ces stimuli soient répétés dans le temps. Si vous ne le faites qu'une seule fois, vous aurez très peu ou pas d'adaptation. Ensuite, il y a le principe qu'on appelle de progressivité, c'est-à-dire qu'il faut il faut déjà que le stimulus que vous appliquez à l'individu ne soit pas trop bas, mais ne soit pas trop haut. C'est-à-dire si vous n'avez jamais fait de sport de votre vie et que la première fois je vous fais courir 30 km, ça ne va pas forcément bien se passer. Si par contre vous courez 15 km tous les jours à 12 km/h et que je vous fais marcher à 6 km/h 30 minutes, vous allez me dire t'es gentil, mais je perds mon temps et je ne vais pas progresser comme ça. Donc en fait, il faut que le stimulus entraînement soit adapté. Ensuite, il y a cette règle de progressivité qui fait que, comme justement l'organisme va s'adapter de plus en plus, eh bien, il faudra lui donner des choses de plus en plus difficiles à faire, d'une certaine manière.
Et ça, c'est intéressant, et c'est un petit peu l'analogie pour ceux qui connaissent les mythologies ou l'histoire ancienne, c'est Milon de Crotone. Hein, on dit que certains d'entre nous pensent que c'était lui le premier qui a jeté les bases de l'entraînement avec son histoire du veau, hein, qu'il soulevait à bout de bras tous les jours, et puis le veau grossissant, le veau devenait de plus en plus lourd, et puis tous les jours, il soulevait une charge de plus en plus lourde, et à la fin, c'est comme ça qu'il est devenu aussi fort que la légende le dit. Voilà. Et puis vous avez d'autres règles. Il faut éviter par exemple la monotonie de l'entraînement. Et ça, on n'a pas eu le temps d'en parler ce matin, mais par exemple quelqu'un qui fait tout le temps la même chose, d'abord ne progressera plus au bout d'un certain temps. Et puis cette monotonie, c'est la porte ouverte par exemple au surentraînement. C'est-à-dire qu'après, il peut y avoir des conséquences psychologiques qui peuvent être importantes et qui peuvent amener au surentraînement. Il y a l'ordre dont vous faites vos séances d'entraînement. Par exemple, les entraîneurs savent très bien que les tâches d'entraînement qui nécessitent des activités qui nécessitent de la vitesse, de la coordination, de la précision doivent être faites généralement en début de journée ou en début de cycle d'entraînement, et on laisse par exemple les tâches liées à l'endurance, au développement des capacités aérobies plutôt pour la deuxième partie de la journée ou la deuxième partie du cycle d'entraînement, etc., etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de... Alors je passe parce qu'il y a beaucoup de choses. Et un dernier point qui est important et qui fait partie prenante de l'entraînement et qui est malheureusement souvent négligé et qui fait que nous, médecins du sport, on voit beaucoup de gens en consultation, c'est la récupération. La récupération fait partie intégrante de l'entraînement. C'est-à-dire que vous pouvez faire le plus beau programme d'entraînement que vous voulez. Si vous n'accordez pas de temps suffisant à la récupération, donc à la restauration des réserves énergétiques, à la récupération des dommages musculaires que vous avez induits, des contraintes mécaniques sur l'os, etc., vous allez aller à la blessure ou à la contre-performance. Voilà. Alors une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a jeté de manière très grossière ces bases, comment ça se passe la vie d'un sportif de haut niveau au quotidien? Eh bien, c'est mettre en place tout ça avec son équipe, à commencer par son entraîneur, son kinésithérapeute, son médecin, etc. Et c'est souvent, donc ceux d'entre vous qui ont fréquenté les sportifs de haut niveau, Fabien le sait mieux que moi, on parle de sport où on s'entraîne tous les jours, ou 6 jours par semaine, 2 fois, voire 3 fois par jour. Moi, j'ai vu des joueurs de water-polo professionnels, par exemple, qui s'entraînaient 3 fois par jour. 6h du matin, 11h du matin, 6h du soir. Voilà. En plus de ça, vous devez, et de toute la spécificité liée à votre sport, encore une fois, si votre but c'est de courir un marathon, c'est pas très judicieux d'aller faire des développés couchés, des tractions et des pompes. Ça va améliorer votre niveau de fitness, mais ça ne vous aidera pas pour développer votre performance, atteindre votre objectif. En plus de ça, il faut que vous gériez tout ce qui est à côté. Et tout ce qui est à côté, c'est très important. On a parlé rapidement de la nutrition ce matin. C'est-à-dire, et maintenant, on sait de plus en plus, on a démontré il n'y a pas si longtemps que ça, les interactions entre la nutrition et l'entraînement. C'est-à-dire qu'on sait très bien que s'entraîner en état de carence énergétique, par exemple, avec des stocks de glycogène dans le muscle qui sont bas, peut induire des réponses adaptatives supérieures à si on s'entraîne, par exemple, avec des stocks de glycogène qui sont hauts. Donc s'entraîner à jeun, ça peut, dans certains cas, avoir un intérêt. Donc il y a une articulation, même chose avec les apports de protéines qui sont dosés en fonction des stimuli liés à l'entraînement, etc. Et puis vous avez tout le reste. Vous avez, là, on parle du muscle parce que c'est la thématique d'aujourd'hui, mais n'oubliez pas que le muscle est dirigé par le cerveau, par le système nerveux central, et que donc il y a toute une partie technique et tactique de l'entraînement, c'est-à-dire qu'il faut apprendre la gestuelle, les schémas moteurs, la coordination, la précision, etc., etc. Donc il y a tout un travail énorme qui fait et qui s'inscrit sur une carrière de sportif. On parle de 5 ans, 10 ans, 15 ans pour arriver à ces niveaux d'expertise. Et puis, ces gens-là restent quand même des êtres humains, même si parfois ils semblent un peu être des gens exceptionnels. Ils sont mariés, les femmes, quelquefois, tombent enceintes, ont des enfants, il faut qu'elles s'en occupent. Quelques-uns, beaucoup d'entre eux même, ne sont pas professionnels, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils aient quand même une vie sociale, etc. Et quand on ne sait pas bien gérer tout ça, et je conclurai là-dessus, eh bien, c'est un équilibre, quand vous vous entraînez 20, 22, 24 heures par semaine, c'est un équilibre très très difficile, c'est une harmonie qui est facilement rompue. On arrive soit à des contre-performances, soit à des blessures, à des infections itératives, par exemple, parce qu'on a une tas de surentraînement, parce que nos apports énergétiques sont insuffisants par rapport à notre charge d'entraînement, etc. Ou on peut arriver à des problèmes, ça a été rapidement évoqué ce matin, de santé mentale, par exemple, aussi. C'est un peu tabou, pas grand monde en parle, mais dans le sport de haut niveau, maintenant on commence à lever le voile, il y a des problématiques très très importantes de santé mentale, parce que ces gens-là sont des professionnels de l'activité physique, du sport, et donc sont soumis à des charges
mécaniques, donc musculaires, mais aussi des charges émotionnelles et psychiques qui sont très très importantes. Et s'ils n'ont pas un accompagnement digne de ce nom, eh bien, on peut avoir des dérapages ou des contre-performances ou des choses plus graves. Écoutez, merci beaucoup. C'était très didactique. J'ai juste, avant de passer la parole à un autre interlocuteur, juste une petite question, parce qu'on n'en a pas parlé ce matin. Qu'en est-il du sommeil, hein, parce que c'est un besoin de base, hein, avec l'alimentation, le sommeil. Est-ce que je suppose que c'est tout à fait fondamental quand on s'entraîne? Alors oui, c'est important. Bon, quelques points très rapides. D'abord, avant que j'oublie de répéter, ça a été dit partout, mais c'est encore plus toxique chez les sportifs, la toxicité des lumières bleues pour la qualité du sommeil. Donc si vous gérez des sportifs, enlevez les téléphones portables, enlevez les ordinateurs, enlevez les tablettes. Confisqués. Dans les 30 et 45 minutes qui précèdent l'endormissement, et si possible aussi au moment du réveil, parce que ça déjà, ça commence par de l'hygiène comme se laver les dents, c'est la même chose. Ensuite, il y a des variabilités interindividuelles. Certaines personnes arrivent à vivre très bien, y compris avec des problèmes d'entraînement importants, en dormant 6-7 heures par nuit. D'autres ont besoin de 8, 9, 10 heures. Il y a des travaux très clairs qui ont montré, je vais prendre un exemple par exemple, il y a une relation directe entre la qualité et la quantité du sommeil et le nombre d'infections qu'un sportif peut avoir. Oui. Donc ce qu'on sait, c'est que, et vous avez maintenant des petites applications sur vos smartphones, donc c'est quand même bien les smartphones, ça peut aider à certaines choses, qui mesurent la durée de votre sommeil et la qualité de votre sommeil. Eh bien, ça a été montré que si la durée ou la qualité du sommeil est réduite, vous ferez 1 ou 2 ou 3 fois plus d'infections ORL qu'un sujet qui a un sommeil structuré et suffisant. Donc voilà. Et bien sûr, c'est pendant le sommeil qu'on récupère, y compris au plan énergétique. Hein, on refait nos stocks métaboliques et donc, en coordination avec une nutrition adaptée, c'est ce qui permet de remettre un stimulus d'entraînement les semaines qui suivent. D'accord, parfait. Alors, Fabien Canu, on va continuer à parler d'entraînement et avec vous, vous allez nous raconter des histoires d'entraînement puisque c'est votre pain quotidien à l'INSEP. Oui, enfin pas le mien, celui des athlètes, hein, parce que ça fait bien longtemps que je suis plus sportif de haut niveau. D'abord, rapidement, parce que l'INSEP, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse, hein, ce que je peux comprendre, hein, mais en 2 mots, c'est un centre historique du sport français qui a vu passer des champions en passant de Alain Mimoun, Marie-Josée Pérec, David Douillet, j'en oublie plein, et même des champions ou championnes olympiques qui ne sont pas connus. Voilà, c'est un peu un centre important, une pépinière du sport français, où il y a 27 disciplines sportives, ce qui est énorme, hein, 27 disciplines, donc des équipements sportifs adaptés pour chacune de ces disciplines sportives. C'est 800 sportifs de haut niveau qui s'entraînent au quotidien, donc c'est une grosse machine, équipée avec un grand centre médical. Il y a 83 professionnels de santé qui viennent régulièrement à l'INSEP. Il y a un IRM, bientôt un scanner. D'ailleurs, si vous êtes blessé, c'est aussi ouvert aux patients extérieurs. Ça fait partie des accords que l'on a avec l'ARS. Et on a un tiers de nos patients qui sont des gens d'extérieur qui viennent se faire soigner. Donc n'hésitez pas, il faut trouver des créneaux parfois. Donc voilà, il y a tout un dispositif. Et ce qui fait la particularité aussi de l'INSEP dans les services qu'on propose, c'est toutes les formations scolaires qui sont dispensées sur place jusqu'au bac. Ce sont les professeurs qui viennent donner les cours. Pourquoi? Parce que le problème du sportif de haut niveau, ça a été un peu dit, c'est la course contre le temps. Notre modèle français est attaché à ce qu'on appelle le double projet, s'entraîner mais aussi préparer son avenir. Oui. Très bien, mais une fois qu'on a dit ça, il faut pouvoir s'adapter à ces différentes contraintes. L'athlète de niveau, ses journées sont minutées. Il se lève le matin, il petit déjeune, il y a déjà une séance d'entraînement dans certains sports à 7 heures, comme la natation. Après, il va en cours, après, il retourne à l'entraînement, après, il retourne en cours, et ça finit le soir à 20h, plutôt 21h, 22h, avec des cours, des devoirs à faire. Donc, il y a cet enjeu-là, même si on adapte beaucoup les cours, hein, parce que c'est du sur-mesure maintenant, il y a cette contrainte-là. Et nous, on y tient. Et alors, c'est vrai aussi, pour venir sur l'INSEP, et puis après j'enchaînerai sur comment on fonctionne, on a aussi 2 laboratoires de recherche qui travaillent beaucoup dans le cadre des Jeux notamment, sur un certain nombre de programmes, notamment un des programmes qui est la prévention des blessures musculaires. Oui. Il y a quelques fédérations, je pense à l'athlétisme en France, le rugby, où il y a des sportifs qui sont soumis parfois à certaines blessures, qui suivent un programme actuellement de manière à préparer les Jeux et de ne pas se blesser à quelques semaines, à quelques jours des Jeux Olympiques. Alors, c'est vrai que la grande évolution du sport de haut niveau, d'abord, les sportifs démarrent beaucoup plus tôt. Maintenant, à 12, 13, 14 ans, ça y est, on est déjà dans des cycles d'entraînement, parce qu'on voit des championnats du monde, d'Europe, dès les 15-16 ans, il y a déjà des programmes
de compétition qui sont hyper importants. Donc ça commence très tôt. Donc tous ces sujets, effectivement, en termes de santé, de plus en plus, on évite de spécialiser les jeunes trop tôt parce que c'est souvent des sujets de blessures plus tard. C'est-à-dire quand on spécialise dans tel domaine, telle activité, on se rend compte que c'est un frein, qu'il faut tenir compte de ces évolutions de l'âge aussi par rapport à ça. Et puis, un des gros enjeux du sport, c'est la récupération, ça a été dit, effectivement. Oui. On s'entraîne moins, d'une manière générale, en volume horaire, mais on s'entraîne en termes d'intensité beaucoup, beaucoup plus fort. On se rapproche de plus en plus de ce qu'on peut vivre en compétition, parce que c'est ça aussi l'entraînement, ça a été très bien dit par rapport aux muscles, mais même l'ensemble du corps. Donc en fait, la récupération, c'est l'enjeu majeur. Alors, sans avoir recours à des méthodes interdites comme le dopage, ça, il n'y avait pas question. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait derrière? La nutrition, ça a été très bien dit. Il y a des enjeux d'hydratation, par exemple, dans l'effort, qui font qu'à un moment donné, on ne sera pas performant. De récupération juste derrière, alors je ne suis pas du tout nutritionniste, d'aliments qu'il faut prendre, etc., pour récupérer tout de suite, sans attendre. De sommeil. On travaille, nous, depuis quelques temps, sur la qualité des matelas. Oui. Avec des fabricants de matelas, il y a tout un programme de recherche, parce que le sommeil est indéniable. Alors, effectivement, on apprend aussi aux jeunes, quand ils arrivent, à se prendre en charge, à savoir ce qu'il faut manger, d'une manière générale, mais aussi à savoir gérer son téléphone, son smartphone, parce que c'est effectivement l'ennemi numéro 1 chez les tout jeunes. C'est un entraînement. C'est un entraînement de savoir. Alors, il y en a qui font, il y en a qui ne font pas. Mais bon, il suffit de voir les têtes le matin avec les yeux cernés, on a vite compris. Enfin, voilà, tout ça pour dire que, bon, on pourrait en discuter des heures et des heures. Mais donc, pour revenir sur l'INSEP, il y a vraiment beaucoup d'outils quand même qui sont mis à disposition de tous ces sportifs. Puis il y a les Jeux dans 400 et quelques jours. Oui. Je ne vous cache pas qu'on a la pression, il faut que ça marche. On n'a pas le choix. Moi, je suis assez confiant. En tout cas, il y a une dynamique qui se crée. Mais oui, un des enjeux, c'est de bien les préparer et surtout d'éviter les blessures. Parce qu'une blessure qui va arriver dans les mois qui précèdent les Jeux, c'est une catastrophe. Or, on le sait bien, la pression psychologique, la dimension mentale avec des Jeux en France, à un moment donné, va intervenir. Et ce sera aussi un des facteurs de risque de blessure. Certainement. Donc, bon, j'en arrête là pour l'instant, avant que vous ayez des questions. De toute façon, on reprendra ces sujets jeux, parce que c'est vrai que c'est tellement important. Je voudrais juste en revenir peut-être avec vous, Alexandra, aux fondamentaux, qu'on comprenne bien comment tout ça fonctionne. Effectivement, bon, ça a été évoqué dans l'intro et puis après, mais le muscle, comment s'adapte-t-il à l'entraînement ? Alors, je ne demande pas d'aller jusqu'au tréfonds du moléculaire, mais tout de même... Non, on va rester quand même sur des choses accessibles à tous. Mais sinon, on vulgarisera. C'est vrai que très longtemps, quand même, l'entraînement en sport de haut niveau a été basé sur l'empirisme. Très clairement, on l'a dit, quand on veut un haltérophile qui s'entraîne, il va se mettre sous une barre de musculation et faire des répétitions de développé couché. Et un marathonien n'aura pas les mêmes types d'entraînement. C'était des choses qui étaient connues depuis longtemps, mais jusqu'aux années 90, c'était vraiment de l'expérience des entraîneurs. Ce que nous a appris et ce qu'a apporté la biologie du muscle, c'est de comprendre quels étaient les mécanismes effectivement moléculaires et cette fameuse perturbation de l'homéostasie dont on a parlé, qui étaient responsables de ces adaptations. Et effectivement, en fonction des différentes natures d'entraînement, en particulier l'entraînement en force, si on veut caricaturer, l'entraînement qui vise à développer des qualités d'explosivité, de puissance musculaire, de vitesse ou des qualités d'endurance, ces types d'exercices qui sont derrière vont activer au sein de la cellule musculaire des voies de signalisation différentes, donc perturber en termes de flux calcique, en termes de senseurs énergétiques au sein de la cellule, de façon complètement différente. Et c'est ces perturbations qui sont spécifiques à un exercice qui vont être responsables, lorsqu'elles sont répétées, de l'adaptation du muscle et, in fine, de l'état entraîné auquel on aboutit. Très bien, oui. Et on sait du coup aussi adaptation et maladaptation si ça va trop loin. Alors, bien évidemment, ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard des maladaptations. Mais
pour bien comprendre à l'auditoire l'importance effectivement de ces connaissances qui peuvent paraître très fondamentales, mais qui sont absolument nécessaires pour maintenant pouvoir arriver à ce qui est un exercice sur prescription. On en a parlé un petit peu ce matin. Quand on prescrit un médicament en médecine, on prescrit une molécule donnée à une dose donnée, pendant un temps donné, à une fréquence donnée. Ben, l'exercice, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, d'utiliser l'exercice comme thérapeutique si on n'est pas capable, derrière, de donner une nature d'exercice, une intensité et une dose. Et pour arriver à cet exercice que j'appellerais de précision, on a besoin de ces fondements scientifiques qui sont relativement fondamentaux et basés effectivement sur la biologie du muscle. Alors, sans rentrer trop dans les détails, mais quand même, il y a beaucoup de publis scientifiques sur le sujet. Est-ce que c'est en bibliométrie, est-ce que c'est quelque chose qui augmente Oui, il y a quand même c'est un champ important quand même de la publication. Ouais, alors, au début, effectivement, tourné vers la performance, mais qui maintenant, effectivement, est appliqué à des domaines de la pathologie. Alors, pour vous donner un exemple, que je connais mieux, par exemple, en milieu militaire, ces connaissances très fondamentales nous ont permis d'adapter la préparation physique du militaire. Un militaire, contrairement à un sportif de haut niveau, qui est quand même le plus souvent orienté vers une spécialité, vers une discipline, un militaire, il a besoin de porter lourd en manutention, de se déplacer avec une charge, de courir vite et de pouvoir durer longtemps. Ces différentes qualités physiques, pour les développer simultanément, ça ne va pas de soi, parce qu'elles répondent justement à des entraînements différents et à des perturbations cellulaires qui sont différentes et qui peuvent interférer les unes avec les autres. Et de mieux connaître effectivement les mécanismes moléculaires en jeu a permis de mieux répartir les séances d'entraînement sur la journée, sur la semaine, pour éviter ces phénomènes d'interférence et avoir des gens chez lesquels on soit à la fois capable de développer des qualités d'endurance et de force. Très bien. De toute façon, on en reparle. Je voudrais vous demander, professeur Bigard, puisque vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose qui intrigue pas mal le grand public. Enfin, je vois surtout des articles dans la presse américaine, mais je crois qu'en France, il y en a aussi sur ces fameux HIIT. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette bête? En fait, cette technique, ces types d'exercices répondent exactement à ce que Stéphane vous a expliqué tout à l'heure. C'est le stimulus qui va permettre de perturber l'homéostasie cellulaire et d'induire une réponse adaptative. Et donc, ces exercices qui reposent sur des activités de très courte durée, mais d'intensité très importante, séparées par des temps de récupération, et sur un temps relativement court, on peut imaginer 15-20 minutes d'activité physique uniquement, par la répétition d'exercices de haute intensité, encore une fois séparés par une période de récupération, parce que les stimuli vont être extrêmement importants, vont déstabiliser notamment l'équilibre énergétique des fibres musculaires, vont induire des réponses adaptatives beaucoup plus marquées que ce que l'on peut observer à l'issue de 2 heures d'un exercice monotone, sous-maximal, prolongé. Et monotone, qui dit monotone, dit quand même extrêmement difficile au plan psychologique à accepter. Voilà, donc c'est mal accepté, c'est trop long, ça consomme énormément de temps, alors que ces types d'exercices-là induisent des réponses beaucoup plus importantes sur des temps beaucoup plus courts. Donc ça a un véritable intérêt non seulement pour les athlètes de haut niveau, bien sûr, en parallèle de tout l'entraînement technique. Ça aussi, c'était extrêmement important, ce qui a été rappelé par Stéphane Bermond. Il y a, en dehors des réponses, des capacités physiologiques, il y a évidemment le perfectionnement de schéma moteur. Bon. Mais en dehors de tout cela, donc de faire des économies de temps, et c'est la raison pour laquelle les volumes d'entraînement sont maintenant beaucoup plus courts. En cyclisme, auparavant, les volumes d'entraînement sur route équivalaient à peu près à 40-45 000 km par an. Ouais. Maintenant, ils sont tombés à 30-35 000. Ah oui, c'est énorme quand même. C'est énorme, mais donc, on sent bien qu'il y a une réduction quand même du volume d'entraînement au profit de la qualité et de l'intensité. Ce qui permet d'avoir des réponses adaptatives très importantes. Et comme je vous l'évoquais tout à l'heure sur cet extrait de ce titre d'un article, ça, ce n'est pas réservé qu'au sport de haut niveau.
Ça, c'est applicable à la population générale. Essentiellement, bien sûr, pour induire des réponses qui vont améliorer l'endurance, les capacités oxydatives, c'est-à-dire l'endurance. Mais donc, et pour la population générale, on parlait tout à l'heure d'une activité physique sur la pause méridienne. Si on a une activité telle qui dure 20 minutes, approximativement, on sent bien quel est le bénéfice par rapport à 10 minutes d'échauffement, 45 minutes de footing et 5 minutes d'étirement au retour. Donc on a un véritable gain de temps pour une meilleure efficacité. Donc on optimise. C'est un très bon moyen d'optimiser les réponses à l'entraînement. C'est tout à fait intéressant. Je suppose qu'il faut savoir le faire pour ne pas se blesser. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Mais donc maintenant, il y a des ressources quand même d'informations sur le net, etc. Il faut un peu aussi d'éducation et de prudence, malgré tout, bien sûr. Oui. Oh, je vous dis ça parce que c'est vrai que ça peut aussi devenir assez vite une mode. On voit des trucs des fois qui sont quand même un peu curieux. Ok, je vais passer à... vous voulez intervenir peut-être? Dites-nous. Ce que nous a apporté aussi les connaissances de biologie du muscle, on parlait de stratégie nutritionnelle par exemple et de l'intérêt que peut présenter l'entraînement à jeun pour optimiser les qualités en particulier métaboliques du muscle. Ce sont des recommandations qu'on a pu établir par rapport justement à des connaissances des mécanismes intimes du muscle et qui reposent sur, alors de façon différente du HIT, une accentuation de cette déstabilisation de l'homéostasie cellulaire. A contrario, par exemple, on s'est aperçu que supplémenter pendant tous les entraînements en antioxydants, par exemple, des athlètes, était complètement contre-productif, puisqu'on allait arriver à complètement effacer, tamponner par cet ajout extérieur un certain nombre de perturbations absolument fondamentales qui surviennent dans le muscle. Donc, voilà, ça permet, ces connaissances intimes, d'avoir ensuite des applications nutritionnelles sur des stratégies d'optimisation ou au contraire des stratégies où on dit, ben non, là, cette mode des antioxydants à tout bout de champ n'a pas de sens dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, on voit bien vraiment tout l'intérêt de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou un petit peu plus appliquée en pareil cas. Alors, professeur Genet, je voudrais qu'on évoque maintenant ces athlètes de haut niveau en situation de handicap et qu'on en parle un petit peu, qu'on sache de quelle façon on peut s'entraîner quand on est en situation de handicap et qu'on vise les sommets. Merci beaucoup pour cette question. À chaque fois, on oppose le monde du handicap au monde de la population générale. Je voudrais commencer peut-être mon topo par dire que les personnes en situation de handicap, c'est des gens comme vous et moi, ils ont les mêmes freins, les mêmes envies, les mêmes problématiques. Peut-être qu'il y a une dimension qui a été soulignée par mes petits camarades, qui est la notion de singularité, qui est un peu plus forte dans le monde du handicap, puisque en fait, ils sont tous très différents et que, comme les athlètes de très haut niveau, même pour un parasportif, j'allais dire de loisir, il faut y apporter cette dimension de singularité et que les réponses générales qu'on a physiologiques qui nous ont été exprimées là, eh bien, elles sont spécifiques pour ces personnes-là. Et ce n'est pas une approximation du valide, entre guillemets, c'est des données qui leur sont strictement spécifiques. Donc ça, c'est la première chose à dire. Et que donc, il ne faut pas toujours, et ce n'est pas une opposition, mais en tout cas faire cette différence. Et on voit bien aujourd'hui que les fédérations qui ont acquis dans leur fédération les sports handicapés, qui ont tenu la délégation, eh bien finalement, petit à petit, viennent à cette conclusion que il faut faire comme avec les valides. Déjà, ça, c'est une première chose. Et par contre, alors donc les programmes, est-ce que ce sont, c'est la question, c'est est-ce que ce sont des handicapés en situation, qui font du sport ou est-ce que ce sont des sportifs en situation de handicap? En fait, c'est toujours la balance entre les deux qu'il faut déterminer. Et je crois que plus on se rapproche du fait de dire que ce sont des sportifs avant tout, en situation de handicap, et c'est ce en situation de handicap qui va nous permettre d'adapter ce qu'on fait pour le valide de manière, j'allais dire, habituelle, alors que ce soit pour l'athlète de très haut niveau, et moi je suis obligé de dire également pour monsieur et madame tout le monde, car un corps blessé, le muscle travaille toujours en conditions extrêmes. Quand vous êtes paraplégique, quand vous allez prendre le métro, vous faites travailler votre corps en conditions extrêmes. Donc en fait, moi, j'ai l'impression que dans notre univers, la médecine physique et réadaptation, on est face à que des athlètes de très haut niveau. Et qu'il y a des adaptations, il y a des stratégies de renforcement qui leur sont spécifiques, mais encore plus individuelles
que les modalités, j'allais dire, de fonctionnement général. Et des petits critères, 500 grammes de plus, 30 cm plus grand, 30 cm plus petit, ça change énormément de choses pour cette population. Donc on revient à une notion très très individuelle qui fait que, bien évidemment, il faut qu'ils respectent les mêmes programmes, à mon avis, d'entraînement que la population générale, mais qu'il y ait toujours derrière ce petit œil disant « attention, il faut revenir à la singularité ». Parce qu'il y a des petites choses qui sont spécifiques. C'est du sur-mesure. Du sur-mesure. Et ça, je crois que la vision qu'on a du muscle dans le monde du handicap a été complètement renversée depuis les années, on va dire, 90. Début des années 90, les travaux de Taube, qui a montré sur des singes bonobos que le cerveau était doué d'apprentissage et de désapprentissage. C'est ce que disait tout à l'heure Xavier Bigard. Ouais. Et dans le monde du handicap, notamment après une lésion neurologique, on se disait on va attendre que le cerveau se répare ou que la moelle se répare pour pouvoir derrière entraîner le muscle avec ce qui reste pour gagner en autonomie. Et l'entraînement qu'on a eu sur les athlètes de très haut niveau, le développement de toutes ces pratiques grâce à la technologie, grâce à l'ouverture de nos sociétés sur le monde du handicap, eh bien on s'est rendu compte en fait que le muscle est au service du cerveau et qu'il ne faut pas attendre que le cerveau se répare pour pouvoir utiliser son muscle, mais c'est qu'en utilisant le muscle, j'allais dire le lendemain de la lésion, et en le stimulant, et en le renforçant, en utilisant pourquoi pas des méthodes de renforcement musculaire du sportif, et bien là, le cerveau, grâce à la plasticité neuronale, refait des connexions et on récupère. Alors on ne récupère pas tout, mais on a ces protocoles de prise en charge précoce, intensive, répétée du muscle, et bien c'est au service du fonctionnement cérébral et pas que sur la dimension cognitive ou que sur la dimension psychologique comme cela a été évoqué, ou que sur le schéma moteur, mais également pour améliorer sa condition neurologique. Et cette inversion de paradigme a bousculé le monde de la rééducation, les kinésithérapeutes, etc., mais a donné du sens. En fait, c'est bougeons, le muscle n'est pas fait pour être au repos, le muscle est fait pour se contracter et se relâcher. L'économie musculaire n'existe pas dans nos univers, et dans le neuromusculaire, c'est la même chose. Je pense qu'on a dégradé beaucoup de gens en voulant économiser le muscle, alors qu'aujourd'hui, le muscle nourrit le corps. Oui, il y a vraiment deux plasticités, celle du cerveau qu'on a aussi connue avec les neurosciences et puis la plasticité des muscles, et tout ça, ça doit se répandre. Fabien Canu, vous pouvez nous expliquer comment effectivement ces athlètes en situation de handicap, comment vous les accueillez, vous à l'INSEP? Est-ce qu'il y a des choses particulières à en dire? Alors, on en accueille depuis peu de temps, en fait. Ça reste quand même assez nouveau. Il faut savoir qu'en France, on a pris beaucoup de retard en matière de sport de niveau chez les Paralympiques, et qu'effectivement, les Jeux de Paris nous permettent quand même de compenser ce retard. Ça a été dit, maintenant, c'est les fédérations si valides qui gèrent, parce qu'avant, c'était la Fédération handisport au sport adapté, qui avait l'exclusivité de la gestion de toutes les équipes de France. Or, les sports, il y en a quand même beaucoup, donc c'était impossible pour eux. Donc, depuis 4-5 ans, la Fédération de judo, de taekwondo, gère elle-même les sportifs de niveau handicapés. Donc, c'est déjà une belle évolution. Mais effectivement, ça reste assez nouveau. Donc, je vois à l'INSEP le judo, le taekwondo, pour prendre ces deux cas-là. Ils s'entraînent au même moment, sur le même tapis, avec effectivement, en fonction de handicap, des adaptations. Alors, certes, ça reste, pour le judo, c'est être non-voyant ou malvoyant, donc c'est pas du fauteuil. Pour le taekwondo, c'est les hauts corps où il n'y a pas de bras ou d'avant-bras. Donc ça reste. Pour des sportifs en fauteuil, ça devient un peu plus compliqué. Certainement. Parce que d'abord, il faut avoir les équipements adaptés pour recevoir. Et puis, il faut aussi une connaissance de la part des entraîneurs. Et c'est là où encore ça manque un peu. Mais on rattrape le retard. Franchement, je suis assez admiratif de par la volonté des sportifs eux-mêmes, qui disent, mais nous aussi, on est comme vous, nous aussi, on veut faire. C'est souvent eux qui bousculent les portes. C'est souvent eux qui nous disent, non, mais... Parce que c'est vrai que souvent, là, on le sait bien que les personnes handicapées, la différence, c'est nous qui la créons vis-à-vis d'eux. Et or, c'est le piège. À telle enseigne qu'on le voit bien aussi parfois ce qui peut se passer dans le monde du travail. Moi, je vis en tant que directeur général de l'INSEP, il y a des gens qui ont un certain handicap, mais qui ne veulent pas se faire reconnaître, personnes handicapées. Tout à fait. En disant, mais moi, je suis comme les autres. Et c'est une des difficultés dans les fédérations en termes de détection des jeunes sportifs, parce qu'on dit, bon, parmi les 500, 100 000 licenciés, qui est en situation de handicap? Alors, il y a des problèmes d'abord réglementaires liés à la licence, est-ce qu'on le déclare ou pas? Mais il y en a aussi beaucoup qui disent, mais non, moi je ne veux pas le déclarer, parce que je suis comme tout le monde.
Bon, voilà. Donc c'est vrai que c'est le monde du handicap qui nous bouscule quelque part, qui attend beaucoup de choses de nous. Et franchement, on est en train vraiment de rattraper le retard. Et c'est vrai qu'on avait un gros retard. Cela dit, les dérives que moi j'ai pu constater au niveau international, c'est qu'il y a certains pays qui ont misé sur les sports paralympiques pour jouer la carte du pays rayonnant. Bon. Donc, alors là, j'allais vous poser la question. Sans se préoccuper des aspects de santé, parce que ce soit validé de handicap, l'enjeu quand même, c'est l'intégrité du sportif ou de la sportive. Et j'ai constaté dans beaucoup de pays beaucoup de dérives. Un exemple frappant, je pense aux Jeux de Pékin où j'étais en charge de la préparation olympique. En Chine, vous avez estimé à l'époque 95 millions de personnes déclarées handicapées. Dans les rues de Pékin ou d'ailleurs, vous n'en voyez jamais aucun. Ils sont cachés. Or, je pense sincèrement que la Chine s'est servie de ces Jeux paralympiques pour mettre en lumière sur les stades ces personnes handicapées. Est-ce que pour autant, ça améliorerait la situation des personnes handicapées en Chine? J'ai des doutes. Oui. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une dérive, à mon avis, au niveau international pour certains pays, je ne vais pas tous les citer, où il y a une niche. Ah, le handicap, allez-y, on y va. La santé, c'est secondaire. C'est une question d'image et une question ça un peu pour dire politique. Que côté français, on commence à faire bouger les choses grâce aux Jeux paralympiques à Paris. Très bien. Avec des résultats, je continue ce qu'était en train de dire Fabien Canu, c'est qu'on a eu des résultats à Tokyo assez exceptionnels en parasport. On attendait une trentaine de médailles, on en a eu 54. On a des athlètes paralympiques qui n'ont pas à rougir de la concurrence internationale, effectivement, avec les dérives en plus qui ont été soulignées par Fabien Canu. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie montée en puissance du parasport de très haut niveau dans notre pays, avec effectivement un petit retard, mais qui aujourd'hui est en train de se combler grâce en plus à une collaboration de tous. Je trouve que le mouvement est porté par beaucoup de monde et ça laisse entrevoir de belles perspectives dans le domaine du parasport de très haut niveau. Gardez donc la parole parce que je voulais vous demander, on parle parasport, on a bien compris d'ailleurs qu'il faut faire un peu attention puisque effectivement certaines personnes ne souhaitent pas être étiquetées de telle ou telle manière, donc il faut tout à fait respecter ça. Mais quand on pense donc parasport, donc forcément très haut niveau, vous disiez en plus tout à l'heure que pour vous, quand on est handicapé, quand on bouge, c'est de l'athlétisme de très haut niveau. Mais est-ce qu'on peut tirer quelques enseignements sur ce que vous savez du parasport qui pourraient être utiles à des personnes en situation de handicap, je dirais monsieur ou madame tout le monde, qui pourraient bénéficier de conseils, de choses comme ça. À partir du monde du parasport de très haut niveau, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des enseignements à en tirer pour tout un chacun qui a un problème de handicap? Moi, je crois. Alors, je vais répondre je vais faire une petite virgule pour répondre à votre question. Oui. C'est un peu ce que disait Fabien Canu. Est-ce que je suis reconnu comme personne handicapée par personne handicapée? Oui. C'est quelque chose qu'on défend beaucoup nous. C'est que aujourd'hui, la définition du handicap dans notre société, elle est extrêmement floue. En fonction des portes d'entrée, il y a entre 3 et 12 millions de personnes handicapées dans notre pays. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et on oppose toujours la population générale à la population en situation de handicap, mais dans la population en situation de handicap, quel point commun y a-t-il entre un déficient visuel, un myopathe, un amputé, un tétraplégique, un sclérosé en plaques, un handicapé psychique? Et en fait, on essaie de trouver des solutions qui descendent du haut politique pour résoudre un problème sur une population extrêmement hétérogène. C'est ce que disait Fabien, même pour l'entraînement. On ne peut pas résoudre tous les problèmes du handicap à partir d'une seule réponse. Et donc, c'est encore une fois, on revient à la singularité et on revient à finalement l'identification que peut avoir la personne en situation de handicap par rapport aux champions. Et ça reste quelque chose qui marche aussi dans le monde du handicap. Mais les personnes en situation de handicap ont les mêmes leviers, la même envie de pratiquer du sport. Le premier frein à la pratique du sport, quand on interroge des gens sur des grosses cohortes de patients, ou d'usagers, on va dire, la réponse c'est j'aimais pas le sport avant mon accident, pourquoi est-ce que j'aimerais le sport après mon accident? C'est ça le premier frein, c'est pas l'accessibilité. Être sportif, c'est un état d'esprit, c'est avoir envie de se dépasser, c'est avoir envie on aime la compétition, on aime transpirer, on aime je sais pas quoi, aller chercher un état de bien-être, mais on a un objectif. Et je crois que il faut que dans notre société, on arrive à se dire
que les personnes en situation de handicap font partie de notre universalité, qui est un mot à la mode. Et la preuve, c'est que tous, en vieillissant, on arrive en situation de handicap. Et c'est une dimension innée qu'on perçoit, qu'on appréhende, et on le voit arriver, et chaque jour, on s'en rend compte. Et pourquoi est-ce qu'il faut toujours dire, bah voilà, et plus dans l'esprit, enfin ça, c'est plutôt notre approche, c'est de se dire, plus on se dira que finalement, il faut appliquer à peu près les mêmes ressorts, les mêmes méthodes, avec des particularités qui sont singulières, et bien qu'on arrivera à embarquer toute cette population qui, en plus, très adhérente et qui a très envie de montrer les choses au sein de notre société. C'est des gens formidables, qui se dépassent en fait en permanence. Oui, c'est vraiment important de le dire. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Je voudrais maintenant qu'on aborde un point un peu différent de cette table ronde, puisqu'on se dit muscles entraînés et en conditions extrêmes. Je voudrais qu'on parle avec vous, Alexandra, donc en fait, vous en avez un petit peu parlé, mais approfondissant sur ces professions où on a besoin de s'entraîner. C'est-à-dire, effectivement, vous avez parlé des militaires, on pense aux soldats du feu, ils s'appellent soldats, c'est-à-dire des pompiers, aux policiers. Enfin, il y a un certain nombre de métiers pour lesquels il y a plutôt intérêt à s'entraîner régulièrement pour être au niveau. Est-ce qu'on peut en parler d'un entraînement, évidemment physique, mais peut-être aussi psychologique ? Alors, déjà, effectivement, la particularité de ces professionnels qui ont nécessité à avoir un niveau d'activité physique important dans leur métier, indépendamment des sportifs de haut niveau, évidemment, c'est que leur métier n'est pas de faire du sport, quand même, à la base. Leur métier est tout autre, et ils sont obligés de pratiquer cette activité physique dans un contexte qu'on appelle d'environnement extrême. Qu'est-ce qu'on appelle environnement extrême ? Ça peut être de réaliser son activité physique en état de privation de sommeil. Ça peut être de réaliser son activité physique alors qu'on est en déficit énergétique ou mal hydraté. Ça peut être de réaliser son activité physique quand on est dans un état de stress important. Et le stress du militaire ou le stress du pompier peut être jusqu'à y laisser la vie, et pas simplement d'être sur la 4e marche. Donc tout cela constitue des stress. Il y a bien évidemment les stress environnementaux. Quand on va faire la guerre au Mali, on ne choisit pas le climat, et quand il fait 50 degrés et qu'il faut quand même porter son sac pendant plusieurs heures, il faut le faire. Donc tout ça, évidemment, ce sont des contraintes qui se cumulent, qui sont additives et qui toutes vont altérer les performances physiques de façon différente en fonction des contraintes. Si on prend par exemple le déficit énergétique ou la chaleur, vont plutôt altérer les performances en endurance, vont plutôt altérer l'endurance musculaire, relativement peu la force. Si on prend l'exemple de la dette de sommeil, on sait que la privation de sommeil va limiter les qualités de régénération normale du muscle, donc de réparation d'une blessure. Donc toutes ces contraintes-là, de façon systématique et chez tout le monde, sont des facteurs qui altèrent la performance. Ce qui n'arrive pas chez tout le monde, par contre, ce sont ces fameuses maladaptations dont on parlait. Oui. Donc ça, ce n'est pas systématique, mais toutes ces contraintes surajoutées à la charge d'entraînement par elles-mêmes sont autant de facteurs de risque, par exemple de mauvaise tolérance à la charge de travail, donc de développement de ce qu'on appelle du surentraînement, son risque de survenue de blessures, en particulier de blessures musculaires. Juste une chose, le surentraînement, ça se définit comment ? Alors, le surentraînement, c'est un état... La fatigue, c'est normal d'être fatigué après un exercice. Oui. Ça se traduit par une diminution des performances. Si on laisse un temps de récupération suffisant, on va récupérer son état de performance initial. D'accord. Le surentraînement, c'est quand on est dans un état de fatigue, on va dire dépassé. C'est-à-dire qu'on a beau se reposer, on a beau récupérer, l'organisme est dans un état qu'il n'y arrive plus. Il va falloir des mois, des fois, pour en récupérer. Et donc ça se traduit, la première des traductions, c'est l'altération des performances alors qu'on maintient une charge d'entraînement. Okay. Oui, je comprends. Voilà. Ça, c'est sur l'aspect uniquement
performance. Il peut y avoir des traductions de symptômes médicaux, cognitifs, des symptômes de dépression, des infections. On parlait du sportif qui se blesse, mais la cumulation de ces contraintes est aussi un facteur de risque de survenue de beaucoup plus d'infections. Oui, donc c'est le système immunitaire qui est fragilisé par la charge d'entraînement, plus toutes ces contraintes extrêmes qui sont autour. On parlait de l'entraînement des soldats ou des pompiers, et effectivement, vous expliquez que les dangers qu'ils maladaptations peuvent... Les maladaptations, ce surentraînement-là... Quelque chose de plus spécifique qu'on connaît, qui est un accident aigu, qu'on appelle le coup de chaleur d'exercice, qui survient, qui évidemment survient en milieu militaire, mais dans toutes les épreuves de longue distance. On va en parler, puisque... On sait très bien que la privation de sommeil ou la dette de sommeil est un facteur déterminant de risque de survenue de ce type d'accident-là. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? En pratique, quand même, gardons le bon sens, j'allais dire, paysan, c'est quand même d'essayer de gérer ces contraintes et de les limiter au maximum, toutes ces contraintes additionnelles. Donc de faire attention, effectivement, en termes d'hygiène de vie, tant qu'on le peut, ça c'est quand même la base, et c'est à nous effectivement des fois de le rappeler combien c'est important et d'être le garde-fou. Moi en l'occurrence vis-à-vis du commandement militaire, dire non, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas négocier. Après, se préparer à ces contraintes additionnelles, à ces stress extrêmes. Alors, je ne sais pas si on peut se préparer psychiquement à voir des gens mourir. C'est quand même quelque chose de très compliqué. Et les psychiatres sont quand même très dubitatifs là-dessus. Par contre, très clairement, il y a quand même des moyens de gestion du stress qui sont depuis très longtemps utilisés par les sportifs de haut niveau, que nous, on appelle optimisation de la ressource des forces armées en milieu militaire, mais qui est dit sous un autre nom, des techniques de gestion de relaxation, de dynamisation, de projection, de visualisation mentale, de projection mentale de la réussite, qui sont évidemment des outils, des boîtes à outils pour aider à la gestion de ces situations. On parlait des climats extrêmes. Se préparer à un climat extrême, ça passe par ce qu'on appelle l'acclimatation. Notre organisme, du jour au lendemain, n'est pas fait pour aller courir un marathon en pleine chaleur. On va pouvoir, avec des expositions répétées, un petit peu comme l'exercice qui de façon répétée entraîne des adaptations, et petit à petit, quand on s'expose à petite dose à la chaleur, on va s'acclimater et au bout d'environ 10-15 jours, avoir des meilleures capacités à réaliser un exercice dans cet environnement contraignant. On parlait de récupération tout à l'heure. Bien évidemment, c'est aussi essentiel dans ces situations particulièrement stressantes. Donc, la sieste est par exemple un outil que les militaires utilisent très clairement sur le terrain pour pouvoir récupérer dans ces situations et limiter les altérations des performances. C'est très intéressant. Est-ce qu'à l'INSEP, vous avez des dispositifs, par exemple, pour un entraînement, je ne sais pas, en situation de grosse chaleur, ou alors peut-être pour l'oxygène aussi, la montagne? Il y a je sais pas comment on appelle ça, une pièce, une chambre climatique qui reproduit les conditions extrêmes qu'on peut trouver dans différents pays, qui reproduit en termes d'humidité, en termes de chaleur. Et les sports d'endurance s'entraînent beaucoup. Avant les Jeux de Tokyo, par exemple, c'était beaucoup utilisé. Oui, parce que pour l'adaptation à l'effort, donc ça, c'est des choses qui se font régulièrement, tout à fait. Et je parle absolument de façon très naïve et sans savoir. Par exemple, quand il fait très chaud et que le degré d'humidité de l'air est extrêmement élevé, il y a des techniques aussi pour mieux supporter ça Mais alors, dans mes souvenirs, mais je crois que ça vient en plus du côté militaire, justement pour les Jeux de Pékin. En fait, il y a deux choses quand on parle des Jeux. On nous parle de la chaleur. Alors, la chaleur, oui, pour les sports extérieurs, mais pour les sports d'intérieur, le danger, la climatisation. C'est la clim, oui. C'est le froid qu'il peut y avoir, le passage de l'un à l'autre était un vrai danger.
pour l'extérieur, sur notamment les Jeux de Pékin, c'est là où on avait, avec un certain nombre de sports d'endurance, dans le cadre de l'échauffement, parce qu'après en compétition c'est pas possible, c'était des gilets réfrigérants qui étaient utilisés déjà par l'armée dans certains cas et qu'on avait donc reproduit au niveau sportif. Voilà, des choses comme ça qui existent pour faire en sorte que la température corporelle baisse avant même l'épreuve. Pendant l'épreuve, c'est plus délicat parce qu'il y a des contraintes réglementaires. Mais oui, ça, c'est des sujets qu'on travaille souvent. Puis, il y a des enjeux maintenant avec le réchauffement climatique. Alors, on va en parler parce qu'effectivement, si on est dans un état caniculaire en 2024, vous voyez ce que je veux dire, ça risque d'être un peu particulier. Si c'est comme l'année dernière, ça va être spécial. Oui, non, mais il y a même déjà... des épreuves ouvertes à tout le monde en dehors des Jeux, qui ont été annulées en France, de cyclisme ou autre. Vous dire, il y a trop de dangers en termes de santé, donc des épreuves qui ont été interdites. Alors dans le cas des grandes compétitions, la question se pose aussi. C'est pour ça aussi parfois qu'on voit que les épreuves, notamment d'endurance, marathon ou autre, ont lieu à certains horaires de la journée, le soir ou le matin, ça arrive, pour tenir compte de ces aspects-là. Mais oui, le changement climatique interroge beaucoup dans le cas du sport, notamment du sport de haut niveau. On n'a pas parlé de pollution aussi, c'est aussi un fléau des villes, pas que des villes d'ailleurs, mais bon, c'est un fléau en général. À Pékin, ça devait peut-être poser des problèmes. Fait en sorte qu'il n'y ait pas la pollution, c'est qu'ils avaient... Oui, ils s'étaient débrouillés, mais enfin bon... Pour une fois, vous voyez le ciel, au moment des Jeux. Bon, on peut penser ils ont balancé des canons là pour... Alors là, je ne suis pas du tout médecin, mais je ne suis pas sûr que les effets de la pollution soient importants sur la performance. Alors, oui, il y a... J'ai peut-être dit une bêtise. Un petit peu, mais c'est pas grave. En fait, la pollution et les contraintes environnementales vont souvent ensemble. Donc, on a parlé du réchauffement climatique, mais ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que pour faire très très simple, il y a deux types de pollution de l'air, en tout cas, on parle de ça. Vous avez la pollution à l'ozone, qui est en fait la conversion par le rayonnement solaire du NO2 qui est émis par le combustible, notamment des énergies fossiles, etc. Et donc, par exemple, une journée comme aujourd'hui, il ne faut pas être grand clair pour se douter que les niveaux d'ozone vont être relativement élevés sur la région parisienne. Ça interagit effectivement. Et en fait, quand les taux d'ozone augmentent, donc c'est lié à l'exposition solaire, c'est une situation qui est défavorable à la performance physique, notamment en endurance, mais qui est aussi particulièrement défavorable chez les gens qui ont des maladies respiratoires. Et par exemple, les gens qui sont asthmatiques ou qui ont des pathologies obstructives respiratoires sont vulnérables à ça, et on leur demande à ce moment-là de ne pas faire ou de limiter leur activité physique pendant ces pics d'ozone. Et puis vous avez un deuxième type de polluants qui sont les polluants par les PM, les petites particules, PM1, PM2.5, PM10, qui sont là aussi émises beaucoup par les industries lourdes dont on a parlé ce matin, les véhicules, etc., qui, eux, on ne sait pas très bien encore s'il y a un effet sur la performance physique. On est encore en train d'essayer de le découvrir. Par contre, ce qu'on sait, et c'est bien qu'il y ait François Carré dans l'assistance, c'est qu'il y a des travaux qui montrent maintenant qu'il y a une corrélation directe entre les admissions dans les services d'urgence pour des problèmes cardiaques aigus, des crises cardiaques, vulgairement parlant, et ces pics de pollution PM. Oui, absolument. Donc là aussi, il y a des recommandations pour des gens qui seraient en activité physique adaptée ou chez lesquels, notamment tous ces gens qui sont, et en fait, on va peut-être y revenir après, tous ces joggeurs en milieu urbain ou tous ces gens qui font de l'exercice en milieu urbain, si ces gens-là ont des problèmes cardiaques ou sont des cardiopathes, il faut absolument les dissuader d'aller faire du sport quand vous avez ces pics de pollution aux microparticules. Les asthmatiques, c'est vraiment une très mauvaise idée. Donc il faut vraiment mesurer ça. Nous, en athlétisme, on le fait parce que c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse d'abord dans notre équipe et puis auquel on est vraiment confronté avec la population des courses sur route. Aujourd'hui, 80% des gens qui s'entraînent pour courir un marathon s'entraînent en milieu urbain. Et en fait, on arrive à une situation qui est complètement paradoxale. C'est une injonction paradoxale, comme on dit. C'est-à-dire, on leur dit, allez vous entraîner, mais ils vont aussi s'entraîner dans un endroit qui est pollué. Alors, je vous rassure tout de suite, la bonne réponse, c'est allez quand même vous entraîner, même si c'est pollué. Sauf si vous êtes cardiopathe ou sauf si vous êtes insuffisant respiratoire. Les bénéfices de l'activité physique régulière surpassent de loin le risque que vous pouvez avoir à l'exposition aux polluants aériens. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Malgré tout, c'est quand même important. Et maintenant, il y a des outils pour développer une
méthodologies, par exemple, où on arrive à embarquer sur des vélos qui suivent les marathoniens et on arrive à faire une cartographie temporelle et spatiale avec une résolution très importante de l'exposition aux polluants gazeux et aux polluants particules sur les parcours de marathon. Donc on sait à peu près ce que les gens vont inhaler et on peut conseiller par exemple les organisateurs de courses en leur disant vous savez, votre course, vous devriez la décaler de 2 heures ou 3 heures avant, ou pour peut-être cette portion-là du parcours qui est proche d'une cimenterie, peut-être vous devriez la dériver et faire passer votre course ailleurs. Donc on a maintenant des outils qui permettent de faire je ne sais pas comment dire en français, du risk mitigation, c'est-à-dire vraiment de la gestion de risque. On ne peut pas annuler, malheureusement, on ne peut pas annuler les productions d'NO2, les productions d'ozone, c'est très compliqué, ou alors il faut être chinois. Mais en tout cas, on peut essayer de faire en sorte d'exposer un petit peu moins les athlètes. Et c'est important alors peut-être j'enfonce une porte ouverte, mais pour ceux d'entre vous qui ne sont pas physiologistes, pourquoi les athlètes, pourquoi les gens qui font du sport sont exposés? Parce qu'ils hyperventilent. Quand vous faites un exercice d'endurance, vous augmentez votre ventilation d'un facteur 10, d'un facteur 15, etc. Donc ça veut dire que c'est autant de particules que vous faites circuler en plus, autant de molécules gazeuses que vous faites passer en plus dans vos poumons. Et donc vous augmentez votre risque d'exposition et votre déposition dans les voies aériennes. Donc c'est pour ça que ce sont paradoxalement des populations qui sont plus fragiles ou plus exposées en tout cas à la pollution aérienne. Est-ce qu'il y a des études de cohorte sur une population de sportifs sur ça ou... Ça commence, il commence à y avoir quelques papiers qui sont sortis, notamment sur les effets de l'ozone et la performance. Oui, c'est pour l'instant sur des études de très très grande population. Effectivement, l'ozone et dans une certaine mesure les petites particules, mais surtout l'ozone a un effet délétère sur la performance sportive. D'accord, donc c'est intéressant. Professeur Bigard. Juste un petit complément, et à propos du travail vraiment considérable que réalise Stéphane Bermond au sein de la Fédération internationale d'athlétisme sur l'impact de ces facteurs de pollution sur la santé. Indépendamment de la présence d'ozone dans l'air de manière importante, on le décrit beaucoup chez des skieurs de fond, chez des cyclistes qui s'entraînent indépendamment de toutes les zones urbaines, il y a une prévalence très importante de survenue de crise d'asthme, entre guillemets de crise d'asthme. Ce n'est pas véritablement de l'asthme, ce sont des bronchospasmes d'effort, mais ça se présente comme de l'asthme. Donc il y a naturellement une prévalence beaucoup plus importante. On estime dans le monde du cyclisme, et c'est réel, vérifié par des explorations fonctionnelles respiratoires, ce n'est pas une vue de l'esprit, entre 60 et 70% la prévalence d'asthme, de bronchospasme d'effort. On va appeler ça de l'asthme. Naturellement, indépendamment de la présence d'ozone. Donc, en zone polluée, avec la présence d'ozone, on comprend bien toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'arbre respiratoire et sur la santé pulmonaire. Indépendamment des microparticules, bien sûr. Je parle uniquement de l'ozone. Et c'est la raison pour laquelle ces recherches sont aussi extrêmement importantes, non seulement pour nous, pour les athlètes de haut niveau, mais aussi pour la population générale. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que pour tout un chacun, c'est vrai que c'est important au niveau des recommandations de santé publique de savoir effectivement, mais vous disiez très justement tout à l'heure que quand même, sauf si on fait de l'asthme ou qu'on est cardiaque, il faut quand même continuer à bouger, on va pas dévier de notre message principal lors de ces assises du muscle. Alexandra, vous vouliez... Non, peut-être rajouter un élément sur... on a vu la vulnérabilité qu'on avait à ces contraintes additionnées à l'exercice. Peut-être revenir quand même sur le fait que nous ne sommes pas tous égaux, ça on le sait, mais au regard effectivement de la tolérance à ces contraintes ajoutées, au stress, on le sait, mais c'est vrai aussi par exemple de l'exposition à la chaleur, de l'exposition à l'hypoxie. Et c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on a encore énormément à travailler en termes d'apport de connaissances pour mieux caractériser cette variabilité inter-individuelle qui est en partie effectivement innée, mais qui a une part aussi acquise, et notamment on va reboucler avec ce dont on a parlé à la deuxième table ronde ce matin, sur des âges clés, ce qu'on a vécu en termes certainement d'entraînement et d'exposition à des contraintes environnementales à certains âges clés, et ces âges clés sont notamment en période périnatale et à l'adolescence, laissent des
traces, qu'on va appeler dans notre génome, qui vont modifier à l'âge adulte notre capacité à plus ou moins bien tolérer, et ça, il faut en tenir vraiment compte dans la gestion des charges d'entraînement, dans la progressivité à avoir par rapport à l'exposition à cette contrainte. C'est un peu ce que disait par rapport au parasport le professeur Genet, c'est vraiment du sur-mesure. On voit bien que l'entraînement, il y a des grands principes, hein, vous les avez rappelés, et il y a aussi tenir compte de l'individu et de ses capacités. Allez-y. Oui, pour vous donner un exemple, sur la délégation Tokyo, 30% des parathlètes de haut niveau avaient des troubles neurovégétatifs de principe du fait de leur lésion d'origine. Donc en fait, ils sont déjà sur l'athlète de très haut niveau. On n'a pas fini de trouver comment tout ça se régule, comment tout ça fonctionne et comment le gérer avec une notion. Mais moi, ils ont en plus des lésions neurovégétatives de principe avec une adaptation permanente à la chaleur, au sommeil, à l'adaptation cardiaque, à l'adaptation respiratoire, etc. Et donc on se déplace avec des gens. Alors, peut-être d'une manière encore plus prégnante que pour, l'athlète entre guillemets valide, c'est que la préparation santé, c'est-à-dire le fait de pouvoir voir en amont l'intégralité, c'est ce qu'on avait fait pour Tokyo, l'intégralité des para-athlètes avant le départ, les uns après les autres, c'est ce qu'on a fait pour prévenir du risque infectieux. Ils ont les blessés médulaires, 30%, c'est le risque de l'infection urinaire fébrile la veille d'une compétition parce qu'il fait chaud, ils boivent pas, et patati patata. Et donc, il a fallu préparer les scars, toutes ces choses-là qui sont finalement des perturbations physiologiques et métaboliques du fait même de la lésion se surajoutent à un univers où on voit déjà qu'on n'a pas complètement résolu, on n'a pas résolu toutes les questions. Donc voilà, c'est la dimension santé a une approche peut-être plus avant les Jeux finalement que pendant les Jeux. Oui, c'est ça. Il faut vraiment que la préparation soit au niveau. Comme on a encore 5 minutes, j'ai une question à vous tous, mais peut-être principalement pour vous, Alexandra. C'est une question d'actualité. Quand on voit ce qui se passe au Canada, est-ce qu'on peut craindre sur notre territoire cet été, je veux parler des incendies, est-ce qu'il y a des choses à dire en particulier sur l'entraînement d'un pompier, qui soit volontaire ou professionnel d'ailleurs, parce qu'on a les deux cas en plus. Alors, la première des choses, c'est effectivement quand même de respecter cette acclimatation. Donc l'acclimatation qui va être acquise par cette exposition progressive à la contrainte qui est là, la contrainte thermique, c'est absolument à respecter. Après, bien évidemment, pour prévenir ces accidents, on peut, dans le cadre de personnes dont c'est le métier, avoir des surveillances par des types de monitoring de température. Maintenant, on a des gélules de température qui permettent de suivre la température par ingestion, et on a une température profonde. Alors, on ne peut pas évidemment le généraliser et passer son temps à avaler des gélules de température, mais sur certaines situations ponctuelles, ça peut tout à fait être des éléments auxquels on ait recours pour des gens dont c'est le métier et pour lesquels on n'a pas d'autre choix. Et après, bien évidemment, il y a toute la prise en charge de l'urgence que peut représenter ce qu'on appelle le coup de chaleur d'exercice, qui est quand même d'une simplicité, j'allais dire, angélique, puisqu'il s'agit de refroidir les gens le plus rapidement possible. Mais si ce n'est pas fait, on peut avoir l'ensemble de la pharmacopée de la réanimation mondiale. Et c'est malheureusement généralement ce qui arrive, c'est ces gens-là qui ont eu tout ce qu'on connaît de la réanimation de haut niveau, sauf le refroidissement qui consiste à immerger les gens dans de l'eau froide. Et ça, c'est ce qui sauve des vies sur le terrain et qui effectivement, alors là je vais plutôt renvoyer sur les gens dont c'est le métier, mais je pense qu'en termes de soutien médical, on a encore des progrès à faire et des acculturations sur notamment auprès des associations type Croix-Rouge. 3 points très rapides sur ce sujet. D'abord, juste pour vous donner un ordre de grandeur, la mort subite sur des épreuves de masse de marathon, je parle sous le contrôle de François qui est là, c'est entre 0,5 et 2 cas
pour 100 000. Quand vous faites un marathon comme une journée d'aujourd'hui, le risque d'hyperthermie maligne d'effort, ça peut être 1 pour 1000, s'il fait un petit peu humide et qu'il fait un peu chaud. D'accord ? Donc on parle de quelque chose qui tue beaucoup plus que la mort subite sur les épreuves sur route. Malheureusement, c'est complètement méconnu et Alexandra fait bien de le rappeler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très simple, hein, je ne vais pas vous faire un cours de thermophysiologie. Quand vous faites une course d'endurance, le rendement du muscle, c'est 20%. Donc 1000 watts produits d'énergie chimique, c'est 200 watts d'énergie mécanique, mais c'est 800 watts qu'il faut dissiper de chaleur produite. Donc quand vous faites ça dans une ambiance qui est chaude, eh bien, vous stockez de la chaleur, votre température centrale monte, vous dépassez 40,5 et si vous n'avez pas trop de chance, vous commencez à avoir des problèmes du système nerveux central, etc. Vous faites une hyperthermie maligne d'effort. Si on ne vous traite pas, vous mourrez. Et si on ne vous traite pas sur place, il ne s'agit pas de vous transférer à l'hôpital, là c'est sûr que vous mourrez. C'est une urgence absolue. Et si vous n'avez pas de chance, vous terminez avec une greffe de foie. Voilà. Mais donc ça c'est un truc, c'est un message très simple à faire passer. Il faut savoir identifier et traiter l'hyperthermie maligne d'effort. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, et là je prends ma casquette d'organisateur de compétition de fédération, c'est au pouvoir public d'organiser des courses ou de ne pas organiser des courses quand il fait chaud et d'estimer ce risque. C'est très très important. Vous voyez, par exemple, j'ai ferraillé malheureusement, je pense que j'ai perdu parce que pour les Jeux Olympiques de 2024, il y aura un marathon pour tous. J'ai en partie gagné parce qu'ils voulaient faire le départ du marathon pour tous au mois d'août à 9h après la course des élites. Je leur ai dit préparez les cercueils parce que ça va mal se finir. Donc j'ai eu à moitié gain de cause parce que maintenant le départ de la course va être à 9h du soir. Mais je pense que ça va quand même pas bien se passer. Parce que quand on voit déjà comment la température aujourd'hui et les vagues de chaleur qu'il y a eu l'année dernière, je pense qu'il y aura des dizaines de cas d'hyperthermie maligne d'effort. Et il faudra être préparé pour les traiter parce que si on est prêt, si ça arrive, c'est pas grave, si on sait le traiter et qu'on le traite. Et c'est très très important de faire passer ce message-là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éduquer les gens à le reconnaître, à le traiter et si possible faire en sorte que ça n'arrive pas en planifiant correctement les horaires des épreuves et quitte à les faire plus tôt dans la journée ou à une autre période de l'année. Nous, par exemple, en athlétisme, et je conclurai là-dessus, on est en train d'envisager de faire passer les épreuves de marathon ou de cross-country sur les Jeux Olympiques d'hiver. Ah oui, carrément. Bon, il va falloir noyauter le CIO, c'est pas gagné. Hein. mais on en est à cette problématique-là, parce que de toute façon, avec le réchauffement global, ça va devenir intenable. Les courses d'endurance vont être de plus en plus compliquées ça fait vraiment partie. Chaque week-end, vous avez des dizaines de millions de personnes qui courent dans le monde entier. Et puis il faut absolument que le message passe auprès du grand public, parce que si on s'entraîne effectivement et qu'on a ce coup de chaleur qui peut être mortel, c'est tout à fait important de le dire. On va arrêter ici les échanges avec les experts. Je voudrais passer la parole à la salle. Madame, est-ce que quelqu'un peut apporter un micro ? Voilà. Ouais, quelqu'un. Oh, voilà, parfait. Merci beaucoup. Allez-y, je vous en prie. Bonjour à chacune et à chacun. Je voulais d'abord commencer par vous remercier pour la grande qualité des échanges depuis ce matin dans le cadre de ces assises du muscle. Vraiment, la diversité, la qualité. Franchement, bravo à chacun et à chacune des intervenants. Merci beaucoup. Vous pouvez juste vous présenter. Oui, mais c'était important de le dire avant de commencer. Non, mais c'est très apprécié. Je m'appelle Catherine Debac. Je suis une ancienne athlète de haut niveau en équipe de France d'athlétisme et je suis aujourd'hui la présidente de la lutte contre les violences sexuelles et les discriminations dans le sport du Comité national olympique et sportif français et par ailleurs ambassadrice des valeurs de l'olympisme pour la France. Parfait. Donc en fait, nous venons de parler du sport de haut niveau, donc nous avons tous compris qu'il s'agissait d'une école d'excellence avec une quête de la performance perpétuelle, avec aussi la volonté d'éviter des risques. Alors, nous savons qu'il y a eu beaucoup de recherches dans le passé, avec des évolutions, la mise en place d'actions dans cette perspective de dépasser la performance et de protéger l'athlète au niveau de sa santé, mais aussi d'éviter les risques. Et ma question, ce serait de savoir, dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, mais bien au-delà, est-ce qu'il y a des actions, est-ce qu'il y a des process qui vont être mis en place pour aller encore plus haut, plus loin, plus fort dans justement cette quête de la performance, dans le respect aussi du muscle et de l'intégrité, mais aussi de physique et psychologique. Mais là, comme il s'agit des assises du muscle sur le plan physiologique, est-ce qu'il y a encore peut-être des actions qui ne sont pas encore précisées, mais qui vont être innovantes pour aller encore plus loin
Voilà. Merci beaucoup. Qui veut répondre parmi vous? Je vais tenter une réponse. C'est très difficile de répondre à cette question parce que je n'ai pas amené ma boule de cristal, je l'ai laissée à la maison. Mais intuitivement, je dirais que, bien sûr, dans le muscle, Alexandra l'a dit, il y a encore énormément de choses à découvrir, et heureusement d'ailleurs. Et c'est l'analogie de la Formule 1, hein, c'est-à-dire que ce qu'on découvre, souvent motivé par la performance chez les sportifs de haut niveau, il y a une application pour monsieur tout le monde. Intuitivement, je dirais quand même, il y a quand même un truc où on n'est encore pas très très bon, c'est le cerveau, quoi. Et si notre ami psychiatre, je ne sais pas s'il est encore là, pourrait me contredire ou au contraire, mais je veux dire, l'amélioration de la performance, et puis au-delà de la performance, quand on voit les problèmes de santé mentale auxquels sont confrontés maintenant de plus en plus, parce que le voile se lève, hein, les sportifs de haut niveau, le cerveau comme étant partie prenante de la performance, mais aussi de la tolérance de ces niveaux de stress dont on a parlé, hein, stress psychique, stress psychologique, stress physique, c'est quand même encore la grosse inconnue sur laquelle il faut qu'on avance vite et fort. Très bien, merci. Peut-être François Genet, et puis après vous. Parfait, merci. Alors, dans le monde du handicap, là, je vais faire une petite différence. C'est ce qu'on appelle, nous, la prophylaxie de la contre-performance. C'est-à-dire que quand on est en situation de handicap, si on se blesse, et le sport est pathogène, il peut l'être, eh bien, on induit tout de suite du surhandicap. Quand vous êtes paraplégique et que vous jouez au tennis, le filet est à la même hauteur que quand vous jouez debout. Et donc, quand vous êtes paraplégique D8 et que vous jouez au tennis, vous avez un geste qui n'est pas le même que quand vous êtes debout. Et donc, vous vous blessez à un autre endroit pour votre épaule que celui qui joue debout. Mais la particularité, c'est que si vous êtes paraplégique D6, c'est-à-dire ça au-dessus, ben vous avez un peu moins d'abdominaux et donc vous n'avez pas le même geste. Et donc, vous vous blessez à l'épaule à un autre endroit. Aujourd'hui, on n'a aucune recommandation de suivi de la population paraplégique qui joue au tennis. La problématique, c'est que si on incite ces gens-là à faire du sport et qui jouent au tennis et qui s'abîment leurs épaules et que l'espérance de vie augmentant, ils vont se retrouver à 70 ans dans l'incapacité de se transférer. Et donc, ça devient un équivalent de tétraplégie, c'est-à-dire les 4 membres atteints. Et donc, le vrai enjeu pour la dimension du sportif handicapé là, c'est oui, bien sûr, le sport, mais attention à la prophylaxie de la contre-performance, parce qu'on est dans le bien vieillir. Là, on rentre tout de suite encore plus fort dans la dimension de qu'est-ce qu'on risque. Il n'y a pas pire pour une personne en situation de handicap de voir son autonomie se réduire. C'est l'appréhension qu'on a tous, mais quand on part déjà de plus bas, l'impact il est majeur. Si je ne peux plus aller pisser, si j'ai les épaules qui sont flinguées, je ne peux plus rentrer dans une voiture, je ne peux plus aller pisser, je ne peux plus me mettre tout seul dans un lit. Alors ça induit des coûts pour la société, et en même temps, donc c'est vraiment ce que vous soulevez là est une vraie question pour l'univers du handicap, c'est quelle prophylaxie de la contre-performance, et pour monsieur et madame tout le monde du coup, pas que pour l'athlète de haut niveau. Très bien. C'est un vrai sujet. Professeur Bigard. Oui, juste un petit commentaire rapide pour répondre à votre interrogation. Cette quête de la performance est une quête perpétuelle, elle ne s'arrêtera pas demain. Elle pose quand même beaucoup de questions éthiques. Jusqu'où on peut aller pour acquérir ce petit gain de performance? On peut aller par des améliorations de matériel, c'est évident. Pour beaucoup de sports, les améliorations de matériel se traduisent par des améliorations de performance. C'est moins le cas pour le judo, je pense. Par contre, pour l'athlétisme, c'est le cas. Pour le cyclisme, c'est le cas aussi. Pour de nombreux sports, les améliorations de matériel. L'optimisation des programmes d'entraînement. Encore une fois, je reviens sur cette notion, réduction des charges de travail à l'entraînement, meilleur gain, optimisation. Et une meilleure connaissance des réponses individuelles à un programme d'entraînement. Il y a une très grande variabilité de réponses individuelles dans les stratégies de détection des futurs athlètes, de la future élite, pouvoir approcher les meilleures réponses à l'entraînement. Ce qui d'ailleurs va derrière poser des questions éthiques. Est-ce qu'on a le droit de sélectionner des futurs athlètes en devenir sur ces critères-là? Et pourquoi pas l'imaginer, ce qui serait complètement absurde, leur interdire aux autres l'accès au haut niveau. Voilà, donc il y a beaucoup de réflexions éthiques derrière tout cela, mais cette quête, elle ne va pas s'arrêter demain, c'est sûr. Écoutez, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant et très riche. Je vous propose de faire une pause de quelques minutes, s'il vous plaît, pas plus de 5, et on se retrouve tout à l'heure.